On continue. Hop, on continue l'interview donc juste avec Zard à la batterie. Donc Emmanuelson est pris pour l'organisation du concert de Fishbone. Donc on en était donc à Deville-Somain. Donc en 2016, c'est votre premier album. Alors Return of the Warlord, Ouais. alors, Manowar, où votre mascotte, le Warlord Hector, est toujours en évidence. Est-ce que l'imagerie de Manowar vous a particulièrement influencé? Je pense pas. Je sais que sur notre EP, c'était un copain à Tony qui avait fait l'artwork et c'est vrai que là on voulait frapper un peu plus gros pour l'artwork. On avait demandé à Stan W. Decker, donc bien connu de la scène française, pour faire beaucoup de pochettes de métal. Et on lui avait filé 2-3 éléments, on lui a dit tiens voilà notre EP, voilà notre musique, qu'est-ce que ça t'inspire? Et lui il est parti de lui-même sur allez on va poursuivre le personnage et on va en faire quelque chose de bien infernal, tu vois ce que je veux dire, un peu, il y a ce côté, il sort des enfers, il est un peu mi-homme, mi-monstre. Et je pense qu'à la base, c'était pas spécialement inspiré de Manowar, mais pour les connaisseurs comme Tony ou Fab, ça a dû les faire bien marrer de mettre ce nom par rapport à Warlord, Return of the Warlord et Manowar. Et du coup, alors c'est qui le plus fort? C'est Hector ou c'est le Warlord? Putain, Hector. Je sais pas, non, je pense que c'est le Warlord. Le Warlord, il est imbattable. C'est lui qui va sauver le monde, quoi. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. On peut pas faire plus fort que le Warlord, je pense. Bon, c'était la question stupide du... Ouais, il en faut une. T'inquiète. Alors en 2019, vous ouvrez pour Annihilator, ici même à l'Iliade. Ah ouais, c'est excellent. Voilà, est-ce que vous avez une ou deux anecdotes de cette soirée? Alors, des anecdotes, c'est vrai que quand tu te retrouves face à Jess Waters, tu te sens un peu tout petit, le gars était là pendant nos balances, il faisait du téléphone et tout. D'accord. Et puis à un moment, il vient vers Tony, il lui dit « Ah, elle est jolie, je sais plus comment il lui dit en anglais, il échange sur le modèle de guitare et tout, trop bien. » Donc Tony était tout... c'est un peu une idole quoi pour nous, ce gars-là. Et son statut, son jeu de grade, c'est un mec exceptionnel en plus, il est super gentil. Et puis je me rappelle aussi, petite anecdote, on était avec le bassiste en backstage et puis on regardait par le rideau là pour voir à l'arrière de la scène. Et à un moment, Jeff Waters nous voit du coin de l'œil et il était en train de jouer, il nous dit venez, venez, donc il nous fait monter sur scène. Il nous fait monter sur scène juste à côté du rideau là. Et là où il y avait son stand de guitare avec ses 10 guitares rangées et tout. D'accord. Et puis il continue son concert comme si de rien n'était, il se retourne, il fait des solos, il nous mate, il nous fait des solos. Pendant le concert Pendant le concert en fait, à la moitié de leur set. Ok. Et on était à 5 mètres de lui derrière le rideau et lui qui déroulait son truc et qui voulait nous faire partager ça, tu vois, qui nous invitait à monter, il nous a pas dit dégager quoi. D'accord. Il nous a dit monter. Ah oui, donc le gars bien cool quoi. Le gars super cool et qui est le smile jusque là, tu vois, un mec en or, vraiment super soirée. D'accord. Alors donc du coup j'étais présent, mais bon comme un âne, je me suis planté de direction et je suis arrivé vraiment qu'à la fin de votre set quoi. D'accord, ouais, oui, c'est le... Ouais, j'avais un peu marronné. Alors votre setlist, est-ce qu'elle était axée autour de Return of the Warlord ou est-ce que vous aviez déjà joué du matériel de Fight Them All en avant-première? Non, je crois qu'on jouait déjà du Fight Them All, ouais. Oui, parce qu'on avait des compos qui étaient déjà bien engagés. Comme ça, je l'ai pas la setlist en tête, mais on était en 2019. 2019, oui. 2019, si, on avait déjà largement au moins 3-4 titres de Fight Them All. D'accord. Qui étaient aboutis et je pense qu'on avait mis dans le set, ouais. D'accord. Tout à fait. Alors, Fight Them All, donc votre deuxième album, il sort le 4 septembre 2020, soit, donc on en a parlé en pleine période Covid. Juste avant. Oui. Ouais, c'est ça, septembre et décembre, janvier, là, ça a commencé à dégénérer. Et c'était pas un peu suicidaire, en fait? Vous le saviez à l'avance? Non, mais le Covid, il n'y avait pas encore de lockdown ni rien, hein. C'était à l'époque où c'était qu'en Chine. Mais il y avait déjà eu une première fois en mars 2020. Il y a eu la deuxième... Enfin, le premier confinement, c'était en mars-avril, je crois.
Je me rappelle plus les années, mais moi je sais que quand on a sorti l'album, on était super chaud pour tourner. Ouais. Et que 3 mois après, on nous dit ah ben non, il n'y aura plus de concert, ou 3 ou 4 mois après, je me rappelle plus. Mais... D'accord. Et on s'est dit mais comment on va faire en fait on a la chance de notre vie, on sort un album sur un label génial et on pourra jamais faire de concert. Vous n'avez pas pu faire une seule date du coup pour celui-ci ou... Je crois que non, on n'a jamais fait la date de sortie qui a été annulée 3 fois. D'accord. Et non, je pense qu'officiellement il n'y a jamais eu de release, tu vois, la frustration. Oui, ouais, j'imagine, ouais. C'est énorme. Hein. Et puis tu sais, quand tu es sur un label comme ça, déjà tu passes en studio des mois avant. Il faut que tu livres déjà ton album 6-7 mois avant. Ils te prévoient la date, tout ça est très planifié dans leur planning. Du coup, bah non, après, ouais, c'est eux qui décident. Hein. Après, c'est le label qui dit ce qui sort pas. D'accord. Voilà. Ok. Donc la jaquette de celui-ci, elle a été signée par Stan Decker. Ouais. Alors ce dernier, voilà, qui bosse avec énormément avec tout le monde. Alors du coup, je me demande combien de temps il a mis en fait pour vous la réaliser votre jaquette. Oh là là, c'est des souvenirs, hein, je me rappelle plus. À peu près quoi. Ça devait être quelques mois, mais on s'y est pris à l'avance. On lui avait donné les éléments. Voilà, on voulait quelque chose plus tableau. Tu sais, elle est un peu, comment on dit, texturée. Presque un peu comme si elle avait été faite au pinceau. D'accord. On s'était mis d'accord sur les éléments, etc. Et je pense qu'il a mis quelques mois à nous sortir la V1. Mais comme d'hab, la V1, elle sort, c'est déjà le truc final presque, quoi. D'accord, ok. Donc tu discutes un peu les contours, ouais, peut-être le nuage un peu plus machin, ou la couleur un peu plus truc, mais t'as 98% du boulot, donc... Après, oui, c'est long de monter des livrets, de faire en page un CD, etc. Mais ouais, peut-être qu'il était peut-être moins over surbooké qu'aujourd'hui. Oui, peut-être. Je sais pas, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est devenu un incontournable. Hein. C'est un gars, peut-être qu'on bossera avec lui d'ailleurs. C'était vraiment une opportunité de bosser avec quelqu'un d'autre. On s'est dit, tiens, pourquoi pas. Voilà, on est très ouvert là-dessus. Hein. C'est... album par album, ça se débat. D'accord. Mais c'est vrai que ouais, voilà, sur plusieurs interviews que j'ai pu faire jusqu'à présent, souvent j'ai une question. Ah, il y a Stan Decker qui a fait la jaquette de tel ou tel album. Quoi, il en a fait beaucoup. Et... Ok. Alors, un nouvel album a été annoncé d'ici peu. Au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez nous dévoiler à son sujet? Pas grand chose, hein. Le travail habituel. C'est vrai que pour nous, tu vois, l'album est sorti il y a 6 mois, mais en fait il avait été enregistré 6 mois avant et les compos finis il y a 1 an et demi avant, quoi. D'accord. Donc non, un an avant. Donc nous on était déjà un peu sur du nouveau matériel. Hein. De toute façon on sait faire ce que ça, hein. Aller au local, composer, répéter, monter des... Donc on a déjà, on va dire, je sais pas, un petit demi-album qui commence à se préciser. Après c'est un peu tôt pour parler de nouvel album parce que ce sera sûrement, on va dire, hiver 2024. Ah, parce qu'en fait Emmanuelson il avait annoncé sur sa page Facebook un nouvel album de Rising Steel. Ouais, parce qu'en fait il avait annoncé avant, c'est quoi? Non, mais le label nous a confirmé que d'accord. Il continue à prendre nos albums. C'est des options en fait, hein, les albums qu'ils nous ont signés. D'accord. Donc ils ont dit ouais, on attend votre nouvel album. Et puis le timing fait que c'est vrai que pour une sortie même en novembre, disons, je sais pas, automne 2024, il faut déjà qu'on ait enregistré 8 mois avant pour avoir le temps de mixer, etc. Et de livrer, faire une pochette. D'accord. Donc ça veut dire que pour nous, dans le planning musicien, vous êtes déjà dessus. Peut-être que dans 6-7 mois, on sera en studio peut-être. D'accord. Pour enregistrer ces nouveaux titres. Et même s'ils sortiront après, et que là on est encore sur le... Comment dire, on est encore sur notre album... Beyond the Gate of Hell. Beyond the Gate of Hell. J'avais Return of the Warlord, tu vois, dans la tête, ça me fait... Et du coup, c'est celui-là qu'on défend sur scène, etc. Mais on est obligé déjà d'anticiper nos futures sorties. Et puis c'est cool de bosser sur de nouvelles compos, quoi. D'accord. Voilà. Après, je peux pas t'en dire bien plus. Hein. Ok, bon. Ce sera peut-être un peu plus civil. Ça sera déjà très bien. On peut pas en dire grand-chose.
Alors j'avais une question pour Stéphane, donc qui n'est pas là. Peut-être que tu pourrais y répondre à sa place. Alors en fait, il a participé à plusieurs albums de Nightmare. Est-ce qu'en fait il a été membre officiel du groupe à un moment donné ou pas? Alors, de mémoire, ouais, il a dû enregistrer un album, mais je crois qu'il était au clavier à l'époque. C'est ça. Il était clavier. Sur Astral Deliverance, Live Deliverance et Cosmovision, je crois. Voilà, je crois Cosmovision sûr. On n'en a pas trop discuté, mais ouais, je crois qu'il était dans le line-up officiel et qu'il a fait partie du groupe dans ces années reculées, je sais plus de quand ça date, mais... Début des années 2000. Ah, 2000, ouais, ok. 2000. Donc, ouais, oui, il a vraiment fait officiellement partie de Nightmare. Ouais. D'accord. Alors... Donc ben, voilà, en parlant de Nightmare, donc vous qui les avez côtoyés à plusieurs reprises, le mois dernier, j'ai pu interviewer donc Maggie Leuten, alors vidéo toujours disponible sur la chaîne, avec le groupe The Prize. Est-ce que vous avez un petit peu écouté ce qu'elle fait actuellement ou pas? Moi j'ai écouté The Price, ouais, c'est avec le fameux guitariste Christophe Godin, oui. Godin qui était dans un groupe, je ne me rappelle plus. Morgelbel. Voilà. Oui. Ça c'était un truc, c'est très haut niveau, etc. J'ai écouté un peu ce qu'ils ont fait, ouais, je trouve ça super classe. D'accord. Ça envoie bien. Personnellement je trouve que ça marche, après je sais pas l'ampleur que ça va prendre, j'aime beaucoup sa voix aussi, Maggie. Elle est, voilà, c'est assez original en tout cas, ça fait un peu ovni dans le milieu du métal. Oui, moi, oui. C'est pas comme je te disais, mon métal préféré, je suis plus sur les choses un peu plus agressives ou un peu plus rentre dedans. D'accord. Non, bah après, on se connaît pas plus que ça. On s'est vu sur un ou deux concerts avec Maggie, voilà. D'accord. Alors, du coup, alors contrairement voilà, donc à Emmanuelson ou à Stéphane qui ont pas mal de groupes ou projets, de ton côté, j'ai trouvé que Rising Steel. Alors en fait, est-ce que tu as d'autres groupes ou d'autres activités musicales en dehors Eh ben non, moi je suis un peu exclusif, tu sais. D'accord, okay. J'aime pas trop me disperser. Et c'est vrai que quand, tu vois, comme tu citais tout à l'heure, c'est vrai que je participe beaucoup à la prod, à la compo. Pour moi, c'est presque ma vie. Tous les jours, je bosse un peu sur Rising. Je fais aussi un peu de visuel, je fais un peu de management, de gestion des budgets. D'accord. Je fais un peu, voilà, ça me prend ma vie. Et je me dis, si je me mets dans un autre groupe, je pourrais pas mettre cet investissement-là au niveau en temps, au niveau faire des trucs bien comme j'ai envie de les faire. Donc non, finalement, j'ai déjà une vie bien remplie. J'aime bien me focaliser là-dessus, tu vois. Et c'est vrai que quand j'avais mon précédent groupe, en fait, j'ai attendu que mon groupe s'arrête pour démarrer un autre projet. D'accord, ouais, juste une chose à la fois, quoi. Voilà, une chose à la fois et à fond. D'accord. Et du coup, voilà, ça me fait revenir un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure quand on parlait de ton côté production. En fait, quand il y a des décisions à prendre dans le groupe ou quoi que ce soit, que certains membres ne sont pas d'accord, est-ce que tu es le dernier qui tranche en fait ou pas forcément? Non, je pense pas. D'accord. Je pense pas. Je pense que moi aussi, si je pense que quelque chose n'est pas terrible mais que tout le monde y adhère, c'est l'avis du groupe. Hein, c'est pas mon avis. Je considère pas que c'est mon projet. Donc voilà. Par contre, c'est vrai qu'on a tous nos propres barrières. Hein. C'est-à-dire moi, si ça devient vraiment très très FM ou très très métal dans ce genre-là, bah non, je vais dire non, moi je peux pas jouer ça, ça me correspond pas. D'accord. Ou à l'inverse, je pense que chacun peut s'exprimer sur des parties où il le sent pas. D'ailleurs, souvent, par exemple pour les refrains, ça va être Emmanuelson qui tranche parce que s'il sent pas le truc, on peut pas le forcer. Il serait malheureux, quoi. Il s'éclaterait pas à faire le truc. Donc, je pense que c'est un équilibre et il faut que ça reste naturel en fait. Je pense que les décisions, c'est pas bon de les imposer en fait. Donc, bon, par contre, après, c'est vrai que pour les petits détails, oui, des fois c'est moi qui taille un peu dans le gras. Ouais, ok, là on va raccourcir, là on va. D'accord. Mais c'est pas, on va dire, structurant en morceau. C'est ce qui va peut-être raffiner un petit peu, mais. D'accord. Et du coup, voilà, donc j'ai vu que les compositions, elles sont souvent signées donc Rising Steel tout simplement. C'est ça. Et je voulais savoir, en tant que batteur, comment est-ce que tu composes Est-ce que tu donnes notre instrument ou est-ce que... Ouais. Ah, alors d'accord. j'étais... En fait, je suis pas batteur d'origine, j'étais bassiste en fait avant. D'accord, ok. On va dire bien 10-12 ans dans les années 90, j'ai eu 2-3 projets.
qui ont commencé à un peu marcher. Et c'est vraiment début 2000 que je me suis mis à la batterie. D'accord. Donc j'avais ce côté basse batterie, quoi. Hein. C'était un peu lié, quoi. Oui. Le temps que je monte un peu en niveau pour monter. C'est pour ça que je faisais du punk rock. C'est vrai que c'est rigolo quand tu commences un instrument. Tu vas plus à l'énergie qu'à la technique. Oui, c'est ça. Et voilà. Et puis j'ai toujours joué un petit peu de guitare. D'accord. Donc gentiment, hein, j'ai un peu. Donc c'est vrai que je connais la mélodie. Je connais un peu les basiques des gammes. Donc voilà. Après j'essaie d'y mettre aussi mes influences. Mais bon, après, je me compare pas à Tony qui, lui, est guitariste depuis toujours. Et puis lui, il a 1000 idées à la minute, tu sais. D'accord. Donc, il a toujours 3 chansons en cours et des idées qui arrivent. Et l'une arrive, remplace l'autre. Alors, voilà, lui, il a vraiment ce côté, il sait où il veut aller en termes de riff. Moi, on va dire que je suis plus structuration et puis... affiner, mettre un peu de cohérence, faire des morceaux en fait, voilà, faire des morceaux à base de matière brute, voilà. Ça m'éclate. Donc Tony Riffman, votre Tony Riffman, guitariste. comme son nom l'indique, l'homme des riffs. Ok, donc là je suis à Grenoble dont vous êtes originaire, alors je le rappelle pour quelques jours. Niveau tourisme, qu'est-ce que je peux faire dans le coin? Qu'est-ce que vous me conseillez? Tu peux aller à la Bastille. Tu as vu notre petite montagne sur les quais de l'Isère avec un petit fort en montagne. Donc il y a un téléphérique qui monte et tout. D'accord. Qu'est-ce que tu peux faire? Non, tu peux aller te balader dans le vieux centre ou monter un peu sur nos montagnes, quoi. Peut-être que tu n'as pas les mêmes modèles chez toi. Pas exactement les mêmes, j'en ai quelques-unes aussi, c'est les Alpes, donc mais pourquoi pas. Après, si tu verras la Belle Électrique demain, mais ça peut être une bonne expérience pour toi, c'est une très belle salle de concert. Oui, ce sera ma première dans cette salle. La première, tu verras, je pense que ça vaut le coup, ils ont fait une belle réal là, sur la salle. D'accord. Super. Ok, eh bien écoute, je vais te laisser